projet GP 2040-CE. 2040, c'est le microcontrôleur qu'il y a sur les Pico. Donc si vous passez la première page dans les features, c'est les caractéristiques, vous allez déjà voir un gros résumé de tout ce qui est capable de faire le truc. Donc en première ligne surtout, on a les consoles, justement sur quoi ça va être compatible. Mais bon, je passe un peu ça rapidement, c'est pas notre point le plus essentiel. Moi ce que je veux montrer c'est comment acheter les cartes et faire une petite soudure à la maison pour commencer à exploiter ça. Donc là, ce que je surligne, c'est le lag, hein. Là, on voit qu'on est en fonction de n'importe quel mode qu'on va utiliser ou console, on va être en dessous de 1 milliseconde. Donc il faut savoir qu'il y en a où on est à 0,86, d'autres à 0 et quelques. Voilà, c'est vraiment... C'est dommage, je vous ai pas mis un comparatif avec d'autres cartes. J'ai un bon site qui présente ça, un comparatif avec plusieurs cartes assez connues qui font un peu ce travail-là, mais qui sont vraiment beaucoup plus chères. Et on voit les temps de latence avec voilà, le top 1 jusqu'à top 100 de différents types de PCB. Et là, il faut savoir qu'on est dans quasi le top 1 en réalité. Si ce n'est pas voilà, première ou deuxième place. Vous allez voir qu'un truc comme ça coûte 5 euros pour arriver à une latence de compète, quoi. Donc là, je passe rapidement le site, ce que c'est capable de faire. Vous pourrez voir un peu plus de détails si ça vous intéresse. Mais une fois que vous allez voir comment on conçoit le truc un peu simplement, ça devrait vous intéresser. Donc je suis allé dans la partie wiring qui montre, voilà, c'est download, qui montre, voilà, pour un Raspberry Pico, les différentes broches. Et on voit déjà un aperçu de quel pin va être branché à quel bouton, voire quel interrupteur du joystick. On a haut, bas, gauche, droite, avec on garde même la fonction turbo LED. Bon, ça c'est une LED qui va nous servir de témoin. Mais il faut savoir que voilà, des broches comme ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé de les connecter en réalité. Nous, ce qu'on aura surtout besoin, c'est d'avoir les directionnels et d'avoir les différents coups de poing, coups de pied et start select. Voilà, pour select pour insérer les coins. Je vais continuer un peu plus loin. Et bien sûr, celui qui s'intéresse d'avoir vraiment le truc en full option, bah, il peut rentrer plus en profondeur pour câbler vraiment tout l'ensemble. Mais la technique là que je vais montrer, elle permet en fait même plus tard de rajouter des fils et câbler ce dont on a envie de câbler. Donc là, j'ai mis rapidement un screen sur une petite recherche sur AliExpress. Ce qui est important, c'est de voir la case recherche. Donc je vais te montrer 2-3 screens comme ça. Et dans la case recherche, je montre ce que je tape pour trouver le composant qu'il me faut. Donc là, c'est assez, on va dire, c'est assez facile. On va taper Raspberry Pico. On va regarder ce qui se fait comme modèle. Pas besoin d'avoir une référence extravagante. L'important, c'est d'avoir le microcontrôleur 2040 dessus. RP 2040, il me semble qu'il s'appelle. Et voilà. Donc il faut savoir que même les cartes clones, elles fonctionnent très bien pour le projet. Et là, on peut voir, hein, en premier article, j'en ai un à 2,60 €. Certainement que des frais de port vont s'ajouter. Mais on voit que dans l'article en soi, on va être vraiment pas cher. Et en faisant quelques recherches, on va tomber voilà, sur du 4, 5, 6 euros en moyenne. Donc vous ne devriez pas le payer plus cher que ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'achète... en fait, voilà, le Raspberry va être vendu avec des petites pattes à souder soi-même. Je relance la vidéo, des petites pattes à souder soi-même. Ça, on les appelle en électronique, c'est des pin headers. Et là, on a le côté mâle. Donc là, j'ai relancé la vidéo, mais ce qui va s'afficher, c'est une petite commande de ces sockets. Voilà, là, on voit les pattes, là, hein, les petits trucs pointus. Et voilà, ici, en fait, ce que j'ai tapé tout en haut, c'est pin header pour acheter la version femelle, en fait, de ces pattes mâles qu'on va souder sur les picots. Et ça, vous allez voir, ça va permettre ensuite de le poser sur une carte proto, de les souder et vraiment d'avoir un picot qui s'en fiche et qui s'enlève. C'est-à-dire, vous pouvez même le récupérer plus tard pour un autre projet. Et pas de les souder en dur, ce qui fait qu'ensuite, bah, vous avez un peu condamné votre carte. Donc, je vais acheter quelques connecteurs comme ça, mais après, vous allez les voir en vidéo un peu en détail à quoi ça ressemble. C'est des connecteurs qui vont se souder pareil sur les cartes à trous et qui vont permettre de visser, bah, comme des dominos, les fils électriques qu'on va ajouter. Mais vous allez voir, ça va être plus parlant quand on va voir le système un peu en général. Voilà, alors ça c'est des cartes proto, justement. On voit ce que j'ai marqué dans la case recherche carte proto
Là, j'ai mis les 4x6 parce que j'ai remarqué c'est 4 cm par 6 cm parce que j'ai remarqué que c'est la taille idéale pour faire ce petit projet. Mais il faut savoir que les gars qui bidouillent un peu l'électronique, ils ont une variété, ils ont des kits de ces cartes-là. Ça coûte vraiment pas cher et ça permet de faire plein de montages. Vous pouvez même souder des LED dessus, des petits interrupteurs, faire vos petits montages, quoi, faire clignoter quelque chose. Mais bon, j'avoue que ce sera plutôt pour ceux qui s'y connaissent. Par contre, voilà, pour un projet comme ça, voire d'autres, hein, parce que j'ai vu qu'il y a eu des simulateurs de pad de Super Nintendo. Vous allez voir que ce truc-là, il sert vraiment, c'est universel. Ça va servir pour tous les types de cartes qui vont sortir ou qui sont déjà sorties, parce que c'est des trucs assez connus. Ces cartes de développement, que ce soit la Raspberry Pico, la Arduino. Là, on a de la famille des STM32, qui est français. Et on a les ESP32 qui sont encore plus répandus sur le marché, on va dire, les ESP32. Et d'ailleurs, j'attends vraiment un sujet un peu équivalent avec ces ESP32. Parce qu'eux, ils ont des modules Wi-Fi, Bluetooth intégrés, c'est capable de faire routeur, c'est capable voilà, de gérer différents boutons pour simuler un stick d'arcade. Et voilà, si on a un sujet comme ça avec un ESP32, j'avoue que ça sera pas mal. Mais bon, je continue. Donc voici ce qu'on va recevoir quand on a commandé nos picots. Bon, parfois le USB il est facultatif, hein, il n'est pas avec. Mais ce que vous avez vu, c'est qu'on nous file les pattes avec la carte à côté. Et il y en a qui galèrent déjà, comme c'est petit, comme ils n'ont pas le matos, à devoir souder ça dans un premier temps. Donc là, je démarre fer à souder. Bah, bien sûr, il faut avoir un fer à souder. Moi, j'ai une petite station parce que je touche un peu à ce domaine. J'ai aussi voilà, un petit support de montage, on appelle ça des platines de montage. C'est pour faire des montages temporaires en électronique. Et ça coûte pareil une poignée de pain. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et ça me permet moi déjà d'en ficher mes broches mâles avec le bon écartement. Je vais ensuite poser le picot dessus. Et ça va me permettre de souder vraiment toutes les pattes de manière droite. J'ai pas des pattes qui sont un peu en biais ou quoi. Ça c'est idéal pour ensuite l'enficher justement dans son connecteur femelle. Donc là j'ai montré un peu que je démarrais le fer à souder, je l'ai un peu nettoyé, moi j'utilise la paille de fer plutôt qu'une éponge humide, ça permet de pas l'arroser tout le temps, en plus ça évite les chocs thermiques pour son fer à souder. Donc je l'ai un peu nettoyé, j'ai mis un petit coup d'étain histoire de l'étamer un peu et c'est parti. Je renettoie ça et c'est reparti. Donc là je vais m'y prendre. Voilà, hein, j'ai posé ma carte. Je vais commencer par souder un peu les extrémités. Je vais laisser peut-être un petit peu la partie soudure, parce qu'il y en a, je crois aussi, qui galèrent vraiment à comment souder au fer à souder. Donc l'idée, c'est qu'il faut un peu, une fois qu'il est monté en température notre fer, c'est de le poser sur les contacts métalliques et pas d'apporter l'étain tout de suite. Parce qu'il y en a beaucoup, ils voient l'étain fondre dessus, c'est marrant. Donc ils s'amusent à foutre tous les teints sur le fer à souder et juste laisser des coulures. Mais ça va pas bien souder les contacts en réalité. Ce qu'il faut, c'est laisser dissiper la chaleur dans les contacts métalliques et on vient approcher doucement notre bout d'étain. Et voilà, et après ça avec le temps, l'expérience, il faut en faire. On va même s'entraîner sur d'autres petites choses à côté. Voilà, des montages qui sont pas importants si on fait n'importe quoi. Et ça vient assez rapidement. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué non plus de souder à l'étain. Donc là j'avance un peu. Vous voyez, je m'occupe bien d'abord des pattes aux extrémités, comme ça, si la carte bouge ou quoi que ce soit, j'ai au moins mes premières pattes soudées, tout est fixé. Voilà, de temps en temps, il faut nettoyer le fer. Hein. Faut pas faire le barbare à souder toutes les pattes sans jamais nettoyer son fer, parce que dans l'étain, il faut savoir qu'il y a un peu de flux, un liquide qui va se répandre sur le pourtour de la soudure et qui va la protéger dans le temps, en réalité. C'est comme un vernis qui bulle à la surface. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu le nettoyer de temps en temps, sinon à la fin on a vraiment des soudures crades. Et c'est pas le but d'avoir des mauvais contacts ou quelque chose comme ça. Donc là j'avance un peu. À la fin, je retire ma carte avec l'aide d'un petit tournevis plat, parce que c'est quand même bien enfiché. On y va tout doucement de chaque côté, ça s'enlève quand même assez facilement. Et ça, vous verrez, c'est la même chose avec des Raspberry, avec des Arduino Pro, avec des STM32, des ESP32. Voilà, en général, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc ça me donne ça.
Vous voyez, là mon module il commence à être prêt, j'ai un petit module quoi, prêt à Il être est en propre. tu vois, ça fait propre, prêt à être en fichier. Mm. C'est pas comme des vidéos où j'ai vu que les gens viennent souder directement les fils électriques sur les contacts. Alors ça, Ouah. vaut mieux éviter, parce que si, comme les fils ça bouge, c'est quelque chose de flexible, ça bouge, au bout d'un temps, ça va arracher la soudure, voire même arracher un bout de piste. Et là, après, aller récupérer ça pour avoir de nouveau le contact avec la borne. Voilà, donc là, ça c'est une fois ce que ça va donner une fois en fichier dans sa partie femelle. Donc c'est ça les connecteurs femelles que je commande à côté. Là, pareil, hein, pour 1,50 € peut-être, on a un petit kit de 10. On a 10 grandes longueurs comme j'ai là dans la vidéo. Et ce qu'on fait après, c'est qu'avec une pince coupante, on vient couper au niveau d'un contact pour être à la bonne taille. Donc c'est vrai, on sacrifie toujours un contact quand on coupe ces trucs-là. Mais c'est pas grave. Le reste est récupérable, réutilisable, et ça permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Là, je montre que que je vais le découper à la bonne taille en réalité, hein, et que je coupe bien au niveau d'un plot. Vous voyez, là, le dernier plot, il dépasse. Donc ça, c'était un morceau pareil, que j'ai récupéré d'une autre découpe en réalité. Elle n'est pas complète. Voilà, on coupe comme ça. Ça fait sacrifier à chaque fois un plot, mais c'est pas grave. Fait pareil de l'autre côté. Là, vous voyez, je l'enfiche. Ça, c'est une barrette. Non, même pas vierge encore. On voit que j'ai découpé sur une des extrémités. Donc c'est une réutilisation en réalité. Vous voyez, ça permet de faire plein d'autres cartes. Une fois qu'on a un peu de matos, c'est vrai quand même de côté. Mais c'est pas des choses qui coûtent très cher, hein. On parle de l'ordre de 2 €, 4 €. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Les cartes à trous, pareil, c'est 4 €, on en a 10. Les connecteurs, parfois c'est des kits de 20 pour, je sais pas, moi 5 €. Et donc là, on en a pour des années, hein, pour ceux qui l'utilisent que de temps en temps. Voilà, ça va donner ça. Et au final, ce sera la partie du bas, donc le connecteur femelle, qui sera lui soudé en dur sur la carte à trous. Et comme ça, je peux déboîter ou remboîter mon picot. Et pas le laisser fixer et le perdre dans ce projet en réalité. Donc voilà, pour faire un peu le perfectionniste, on rajoute un coup de lime. Ça permet de ne pas avoir l'espèce d'écorchure qu'on a à la découpe. Et voilà, ça fait un projet propre. Ça fait toujours plaisir. J'avance un petit peu. Ça vous comprenez. Voilà, ça me donne deux barrettes, on va dire, de la même taille. Et qui est pareil, qui est bien dimensionné par rapport au picot. Voilà, et voilà, et ça c'était la carte à trous. Je vais le laisser, ça va arriver de suite. Voilà, ça c'est une carte à trous. Les cartes à trous que j'ai montré tout à l'heure en screen AliExpress, moi j'en ai quand même un petit kit à la maison. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à y enficher les connecteurs verts. Donc dans quelques secondes, je vais retourner la carte. On va bien reconnaître un peu voilà, le connecteur. Et on voit les vis. Vous voyez, normalement vous comprenez tout de suite ce que ça donne. Donc je commence à les enficher, mais vous allez voir à la fin ce que va donner l'ensemble des connecteurs verts avec voilà, ce que je viens de souder à l'instant, plus découper, ce que ça va donner. Donc là, en réalité, j'ai déjà observé sur le schéma de tout à l'heure de la carte Pico, quel pin va aller où. C'est-à-dire, quand je dis pin, c'est les broches en anglais en réalité. Et donc ce que je fais, c'est que je les mets comme ça, et je plie les pattes avec un petit tournevis plat. Ça me permettra de ne pas venir rajouter du fil conducteur pour faire la continuité et devoir souder tout un pâté de fil conducteur. Là, j'ai même pas de petits fils à couper, rien du tout. Je plie du côté des connecteurs verts à vis. Et je vais faire pareil ensuite en ajoutant les connecteurs femelles noirs que j'ai découpés juste avant. Et ils vont être quasiment reliés. Il suffira juste d'ajouter voilà, sa petite boule de soudure entre les deux. Et voilà, j'essaie aussi de les redresser pour que ça file bien droit. Et cette petite carte finale qui à l'unité va coûter peut-être, voilà, si je compte vraiment à l'unité, elle va nous coûter même pas 2 €. C'est un système assez universel pour être réutilisé dans plein de choses. Et quand on a envie d'utiliser ces cartes de développement microcontrôleurs. Donc là, en l'occurrence, c'est la Raspberry.
Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai pas soudé, mais j'ai juste tout posé. J'ai tout posé et j'ai plié les pattes en dessous. On voit même plus, comme c'est une vue du dessus, on voit même plus les connecteurs noirs femelles. Mais là, la carte Pico est enfichée dans ses connecteurs femelles et les connecteurs femelles sont emboîtés dans la carte à trous. Donc je continue. Voilà, l'idée c'est de faire correspondre les dominos, je vais dire, hein, pour aller un peu, pour faire un peu plus simple, avec l'identification des broches qu'on voit dans l'image de gauche. Voilà, comme on voit, j'ai pas mis des dominos partout, c'est fait exprès parce que, par exemple, tout en haut à gauche, mon comme premier connecteur vert, il est fait uniquement pour haut, bas, droite, gauche. Ensuite, je saute un trou, c'est le GND. GND, c'est la masse. Donc là, comme il y en a plusieurs, je les repique ailleurs. Mais à ces endroits-là, j'ai laissé un trou. Ça tombe bien parce que j'ai que des connecteurs à 4 voies, comme on voit là dans l'image. Il faut savoir que voilà, quand on fait ses achats, en fonction de ses besoins, on peut prendre des 8 voies, on peut prendre des 2 voies, on peut prendre des... C'est vraiment varié, hein, le nombre de... Là, moi, c'est des 4 voies que j'ai pris en kit. Comme ça, vraiment, ils me servent pour plein de montage. Donc voilà, les 4 voies pour haut, bas, gauche, droite. Ensuite, 4 voies pour kick 1, kick 2, kick 3, kick 4. Et là, c'est la carte retournée, proto, avec tout qui a été enfiché de l'autre côté, plus les pattes pliées au tournevis. Je la scotche un peu pour pas qu'elle bouge, le temps que je soude entre les contacts. Ce qui fait que quand on va venir fixer un fil sur les connecteurs verts, ils vont être reliés directement à la bonne broche qu'on souhaite du picot. Donc là, je l'ai fait en plus un truc accéléré, en x10. Mais ça donne à peu près ça. Je la laisse, hein, surtout pour l'enregistrement, la rediffusion. Et celui qui sera emmerdé sur cette partie-là, qui voit un exemple de comment faire. Même s'il existe des milliers de méthodes en réalité. Voilà, ça donne ça. Donc avec une vue, ça donne ça, quelque chose d'assez propre. Voilà avec la carte, le picot sorti de son logement. Et là voilà avec dans son logement. Et voilà. Là on arrive à la fin de la vidéo. Le système il donne ça. Quand je dis un système, c'est un grand mot, hein. Mais la carte extension on donne ça. On vient afficher son picot. Et vous allez voir que je ne vais pas le traiter aujourd'hui, parce que là je vois il reste 2 minutes pour le début du tournoi. Mais je vais le faire dans une prochaine partie. Le coup de flasher ça, c'est-à-dire d'injecter à l'intérieur le bon programme qui est justement dans le site que nous a fourni Prof Jones. Et c'est vraiment très simple. J'ai jamais vu aussi simple que pour les Raspberry. Il suffit de cliquer sur le bouton blanc, d'insérer l'USB dans l'ordinateur, et là le Raspberry il démarre un peu comme une sorte de clé USB, et il faut injecter les deux fichiers comme demandé sur le site. En fait, il y en a deux, un pour préparer le truc, et ensuite il faudra le refaire une deuxième fois avec le vrai fichier où là c'est le programme qui fait simuler au Raspberry le fait d'être un stick d'arcade. Et ensuite, il y a une troisième partie importante, c'est comment on peut rentrer dans son Pico en le branchant en USB sur son ordinateur une fois que tout est programmé, pour le customiser, c'est-à-dire si on a même mal câblé les boutons, on peut les remapper. C'est vraiment complet, hein. Il y a une sorte de page internet qui est intégrée au Pico et qui permet de paramétrer plein de choses. À la fois qu'on veut l'utiliser en mode pour une Nintendo Switch, parce que le truc en est capable, ça devient un pad pour les Nintendo Switch, c'est compatible. Qu'on veuille pour une PS3, qu'on veuille pour une PS4, qu'on veuille pour le PC, Xbox 360, quoi d'autre. Le truc il est vraiment... c'est marqué dans les caractéristiques, mais il est vachement complet. Et la capacité de customisation en interne, elle est vraiment complète. Ça m'a fait halluciner quand on voit comment c'est complet et qu'en plus de ça, ils perdent pas en latence du coup en ayant mis tout ça. Donc voilà, c'est fini. C'est le petit projet que je voulais montrer. C'est la première partie. Ensuite c'est pas très compliqué, il faut le flasher. Il faut juste ajouter les fils qui viendront se relier à nos boutons. Donc je voudrais peut-être quand même montrer comment faire un faisceau aussi, peut-être un peu plus propre que ce que je vois également, avec des anomalies. Et voilà, là vous avez 90% du travail.
Et vous pouvez le répéter grâce à ces cartes à trous, vous pouvez souder des connecteurs femelles de manettes de Super Nintendo dessus et avoir votre microcontrôleur au milieu de la même manière. Et l'important c'est que vous ayez les contacts entre les broches de la carte de développement et votre connecteur. Et c'est parti mon kiki pour faire les autres projets qui sont présentés, comme celui en fait, plus besoin d'acheter des adaptateurs en réalité qui convertissent l'USB en PS2, en PS3, en manette de Nintendo, Super Nintendo. Vous avez la capacité d'acheter juste les connecteurs en soi, à l'unité. Enfin, ça, il faut aller chercher un peu sur AliExpress aussi, mais ils sont là, ils existent, ils sont pas chers. Et de connecter tout ça et de pouvoir profiter de vos pads préférés sur vos consoles préférées en réalité. Ici, nous avons notre Raspberry Pico avec son petit port USB et son bouton Boot Select. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on va venir approcher notre câble USB, appuyer sur le bouton Boot Select et rester maintenu appuyé, et en même temps, on vient enficher le connecteur USB. À partir de là, on se retrouve sur ordinateur et on voit que le Raspberry Pico a été détecté comme une clé USB ou un espace de stockage. On se retrouve ici sur le site du projet GP2040CE. Ce qu'il faut, c'est aller dans la partie installation, donc pas download. Download, on y reviendra après. Installation. Et on peut lire la petite note ici, avec une installation assez simple. On nous laisse dans le petit encadré en note qu'il va falloir télécharger et injecter un premier fichier dans le cas où le Pico n'a jamais été utilisé, ou alors s'il a été utilisé pour d'autres projets. Ce qu'on va faire, c'est télécharger dans un premier temps ce premier fichier .uf, et ensuite on téléchargera un deuxième fichier .uf qui lui est le programme principal. Donc c'est détaillé en 4 lignes, c'est assez simple. Je télécharge le premier fichier que je vais garder de côté. Il faudra ensuite aller le chercher. Dans le deuxième temps, je télécharge le fichier qui est lié à mon Raspberry Pico, au cas où vous auriez utilisé un autre système. Et les deux fichiers ont été téléchargés. Ce que je fais, c'est que je viens glisser le premier fichier, le Raspberry Pico qui a été détecté comme une clé USB. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il disparaît pour ensuite réapparaître. Donc là, pendant le temps de la disparition, il s'est auto-flashé lui-même à l'aide du fichier qu'on lui a donné. Donc cette fois-ci, le Pico est prêt. On va pouvoir injecter le vrai fichier principal, le vrai programme. Ce que je fais ici, c'est que je déconnecte en sécurité le Pico une première fois. Et ce qu'il faut faire, c'est refaire la manip une deuxième fois avec le bouton Select pour que le Pico réapparaisse comme une clé USB une nouvelle fois. Et une fois qu'il apparaît, je viens glisser le deuxième fichier, donc le fichier principal. Ça prend un peu plus de temps, il est un tout petit peu plus volumineux, mais pas grand chose. Et il va se passer exactement la même chose où on va voir disparaître le lecteur, donc qui correspond à notre Pico. Cette fois-ci, vous laissez quand même 1 minute ou 2 par sécurité, et vous ne débranchez surtout pas le Pico à ce moment-là, parce qu'il est en train de se flasher. Il ne va pas réapparaître de lui-même, car cette fois-ci, après la minute passée, il est considéré comme un contrôleur de jeu pour l'ordinateur. Donc la programmation s'est bien passée. Elle a été hyper simple et n'a pas pris beaucoup de temps. Ce que je fais, c'est que dans mon menu démarrer, je tape contrôleur de jeu pour ouvrir cette fonctionnalité-là sur mon ordinateur. Et on voit que j'ai un contrôleur Xbox 360 alors que je n'ai aucune manette branchée à mon ordinateur. Et on pourra ensuite même tester dans les paramètres, voir si chaque touche sont bien actifs lorsqu'on appuie dessus, grâce à cette
grâce à cette fonctionnalité qu'offre Windows. Là, j'ai déconnecté l'USB, on voit bien, et je l'ai reconnecté. On voit bien qu'il s'agit donc du Pico qui est considéré maintenant par l'ordi comme un contrôleur de jeu. Donc là, on a gagné la compatibilité PC, ainsi que Xbox normalement. Donc en dernière partie, dans la section installation, on nous explique qu'il existe un petit lien web offline qui se situe sur notre Pico, qu'on va rentrer dans notre navigateur et qui va nous permettre de customiser un peu les différentes options de notre contrôleur, comme le fait de remapper les touches, d'activer le turbo, d'activer si on a connecté une LED pour le turbo. Il y a également d'autres fonctionnalités comme ajouter un petit écran OLED à notre contrôleur. C'était les deux premières broches qu'on voit dans le diagramme du brochage du composant. Mais avant ça, il va falloir forcément connecter nos boutons pour ensuite reconnecter en USB le contrôleur et vérifier que chaque touche fonctionne bien. Donc voici schématiquement comment se passe grosso modo le câblage. Ce qu'on a à gauche, c'est un joystick Sanwa avec un certain brochage, donc il va falloir quand même repérer les broches qui sont pour les différentes directions, ainsi que la broche commune qui est ground, donc la masse, qui est également appelée GND. Donc ground va falloir le relier avec GND, c'est la masse, le moins de notre port USB, hein. On a 5 volts et à 2 pôles, on a le plus, le moins. La masse correspond tout simplement au moins. Donc une fois qu'on a repéré nos broches correspondant à l'interrupteur haut, l'interrupteur bas, l'interrupteur gauche, droite, on vient les relier aux bonnes bornes sur le Pico. Pour les boutons, c'est exactement le même principe. Un bouton, c'est un interrupteur, poussoir, il a deux broches, il n'est pas polarisé, donc on peut le brancher dans un sens ou dans l'autre. Mais on va essayer de respecter toujours un sens commun, avec une broche qui sera reliée à la broche correspondante sur le Pico. Donc on repère les boutons kick 1, kick 2, kick 3, kick 4, punch 1, punch 2, punch 3, punch 4, c'est pareil, hein. Et l'autre broche de notre interrupteur, donc de nos boutons, eh bien, ils seront reliés à la masse. Et tous seront reliés entre elles à la masse. C'est une broche commune. Comme je le schématise par mon dessin qui est assez sommaire, mais qui explique quand même schématiquement comment câbler ça. Ça sera la même étape à effectuer pour tous les autres boutons. Donc là, je l'ai montré pour le joystick car il est un peu différent. Je l'ai montré pour quelques boutons concernant les coups de pied. Mais pour Start Select, le reste des boutons, ça va être exactement la même chose. La façon dont il va falloir câbler vos boutons à la carte extension du Pico qu'on a créé précédemment. Voici un exemple où je reproduis la même chose, mais avec le bouton Start Select, pour montrer que c'est quand même important d'avoir ces deux-là. Surtout pour une prochaine étape, on va consister à devoir utiliser le bouton Start, connecter notre contrôleur pour pouvoir accéder à différentes fonctionnalités sur notre stick, enfin notre nouveau contrôleur. Le principe est le même, une broche reliée à la patte correspondante et l'autre broche reliée à la masse en commun. Il faut savoir qu'elles peuvent être reliées entre tous les boutons, la broche commune qui est la masse peuvent être reliées entre tous les boutons du stick. Et à la fin, cette broche commune, cette liaison commune, il va falloir la relier forcément au moins de notre Pico. Donc vous voyez qu'on a différentes broches GND, vous pouvez soit tous les utiliser, soit en utiliser qu'une seule, sachant qu'elles sont reliées en interne du Pico entre elles, mais c'est quand même conseillé de répartir un peu sur les différents GND vos masses. Donc une fois que cela est fait,
contrôleur en suivant la procédure qui avait été notée juste avant. C'est-à-dire, il faut rester appuyé sur la touche Start et connecter son port USB. Une fois que ça c'est fait, on entre l'adresse qui nous a été donnée, 192.168.7.1, et ça nous permet d'accéder à une petite page qui paramètre notre contrôleur sur différents points. Donc là, on voit un remappage des touches. Et même si vous l'avez câblé dans le mauvais sens, vous pouvez revenir ici et assigner aux différentes touches vos commandes. Voici la page qui permet de paramétrer son contrôleur. Vous voyez, menu configuration, ici on a plein de fonctionnalités. Elles sont désactivées par défaut, comme le turbo par exemple, et il faudra venir ici l'activer si vous voulez l'utiliser. Quand on dit l'utiliser, c'est parce que vous avez câblé un énième interrupteur pour cette fonctionnalité-là. À savoir que ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fonction turbo. Vous l'activez, vous sélectionnez la bonne broche, donc la bonne pin correspondant sur le picot, et vous avez un autre paramètre, par exemple c'est le nombre de coups que va mettre lorsque vous allez rester appuyé sur la touche. Par exemple 15 coups par seconde, comme 30 coups par seconde. Et il y avait plein de fonctionnalités qui ont été listées. Je vous laisse voir ça une fois que vous atteignez cette page-là. Vous voyez qu'on peut transformer le mode de contrôleur, PS4, PS5, pardon, pas PS5, SNES, arcade, on avait différents modes. Je montre quelques fonctionnalités et il suffira d'aller se balader un peu sur cette page pour voir tout ce que vous êtes capable de faire. Par exemple ici pour l'écran display sur le contrôleur, ça c'est si vous l'ajoutez, c'est en option. Je vous avoue que je connais pas toutes les fonctionnalités. Sur le site qu'on a du projet, c'est assez détaillé sur les différentes parties. Voilà pourquoi la documentation est assez lourde pour expliquer chacune de ces fonctionnalités-là. Vous voyez qu'on en a plein, hein, capable vraiment de faire plein de choses avec son nouveau contrôleur en ayant utilisé un Raspberry Pico. Ici, c'est pour le mode manette PS4. C'est là que je me suis rendu compte qu'attention, il va falloir intégrer des fichiers qui simulent une clé, certainement pour reconnaître c'est bien une manette PlayStation. Donc le site vous indique qu'il ne fournit pas ces fichiers-là. À vous de les trouver, c'est un peu comme des ROM. C'est pas, vous devez posséder certainement la manette pour avoir ce genre de fichiers. Je n'ai pas vraiment cherché, mais certainement que c'est quelque chose qui peut se retrouver sur le net. Voire vous utilisez votre propre manette PS4 pour essayer de récupérer cette clé émulée qui permettra de dire que vous avez vraiment une manette Sony PlayStation. Et une fois qu'on a activé ces fonctionnalités, il faut surtout pas oublier d'aller appuyer sur Save tout en bas. Et lorsque c'est fait, il va falloir redémarrer le contrôleur. C'est ce qu'on a entendu. Donc il a été redémarré, il s'est déconnecté, il s'est reconnecté. À partir de là, je retrouve mon menu Windows qui m'indique que j'ai bien un contrôleur. Et maintenant, je peux tester mes touches. Vous voyez les différentes touches directionnelles, les différentes touches coup de poing, coup de pied. Vous venez ici et vous les testez un peu tous, voir qu'il n'y a pas eu de problème de câblage et qu'elles sont bien connectées. Voilà, c'est fini, tout est OK.